Bonsoir, j'accueille tout le public du café, du Gazette Café ici à Montpellier. Je salue également les auditeurs de Nîmes, Perpignan et de Montpellier. Donc ce nouveau café société au Gazette Café, s'intitule aujourd'hui Quid du lien social. On pourrait le dire autrement, où en sont les relations humaines? On a beaucoup parlé de liens qui se distendent entre les hommes, entre les humains. On en parle pour nos sociétés, dans notre pays également. Alors aujourd'hui, on évoquera la participation citoyenne, justement. Mais d'abord, je voudrais vous présenter tous ceux qui nous aideront à réfléchir là-dessus. Et je commence à ma gauche avec M. Lionel Scotto d'Apollonia. Voilà, dites-nous qui vous êtes. Je peux dire quand même que vous êtes directeur de la chaire UNESCO Complexité. Et on y ajoute Edgar Morin parce qu'il a quelque chose à dire là-dessus. Voilà, c'est exactement ça, merci. Et porteur d'un projet dont on va parler, le projet Oasis de fraternité. Déjà, ça nous met le sujet en bouche. Alors, à vos côtés, Éric Gondard, qui lui est maître de conférence en sociologie à l'université Paul Valéry de Montpellier. Bonsoir, oui, c'est ça, exactement. Et qui trouvera sa place aussi dans ce débat, où en sont les relations humaines, où en est la participation citoyenne. C'est ça, et puis questionner aussi, finalement, dans la tradition sociologique, penser le lien social. Comment est-ce qu'on fait société? Donc il y a des mots déjà très forts, depuis tout à l'heure, le mot lien en particulier, et participation, et citoyen également. À ma droite, donc, le président d'Habitat et Humanisme. Vous pouvez vous présenter. Bonsoir. Voilà. Grande Collignon. Voilà. Grand Collignon. Grande, oui. Alors, Habitat et Humanisme qu'on connaît, maintenant qu'on connaît bien, cette association oui. sur Montpellier. Pacte sur Montpellier, donc nous sommes rattachés à une fédération nationale bien sûr, qui a plus de 60 antennes sur toute la France, une en Belgique et une en Suisse. Voilà. Mais à Montpellier depuis 30 ans. Alors, justement, cette année-ci, nous fêtons les 30 ans. Mais en fait aussi les 40 ans de la fédération, justement. Donc ça tombe en même temps que les deux événements vont se conjuguer. Et à vos côtés, est venu avec vous aussi, comme membre d'Habitat et Humanisme, Floriane Combray. Oui, c'est ça. Juste un mot. Bonsoir. Donc je suis chargée de développement des partenariats et notamment du mécénat, puisque le mécénat, dont je suis bénévole, et le mécénat est une partie importante, de nos ressources, voilà, et au même titre que les dons des particuliers, puisque nous en avons besoin pour faire vivre notre association. Habitat et humanisme, deux mots très importants, deux mots chaleureux. Et quand on manque de logement, comme c'est le cas de beaucoup de personnes que vous rencontrez, vous avez évidemment bien votre place ici ce soir. Et puis, il nous fallait un poète aussi avec nous, Nourdine Barra, qui est là et qui nous dira un peu plus tout à l'heure ce qu'elle est, mais vous pouvez déjà vous présenter en un mot. Nourdine. Oui, Nourdine Barra, j'habite la Paillade, j'y ai grandi, un enfant de la Paillade. Et oui, j'écris des poésies et j'organise surtout, et le plus clair de mon temps, des agoras sur l'espace public. Oui, je crois que vous faites aussi beaucoup le lien entre les cités et la ville. Oui, tout à fait. Voilà. Ça, c'est un peu une de vos spécificités, particularités. Alors, on va reprendre les choses au début, puisque des chercheurs, depuis quelques années, donc, ont avancé sur cette question du lien social, des relations humaines, mais avec un focus beaucoup plus resserré. Je vais donner la parole à Lionel Scotto d'Apollonia pour nous rappeler un petit peu, Lionel Scotto, la genèse de cette étude sur la participation citoyenne, on peut dire comme ça. Voilà, merci. Donc ce projet ANR, donc l'ANR, c'est l'Agence nationale de la recherche, qui a sélectionné notre projet, qui est un projet en recherche, action participative pour la création d'oasis de fraternité. Et ce projet, il a pour objectif, d'une part, de peut-être vous associer si vous le souhaitez, parce que tout le monde est bienvenu dans ce projet. C'est avant tout un projet citoyen. Donc l'action consiste, comme son nom le porte, à créer cette oasis. Et on part d'une page blanche. Et derrière cette question, donc recherche, action participative, qui va-t-on mettre dans ces ateliers? C'est dans la participation, des personnes qui sont peut-être en situation de fragilité, de grande précarité, mais aussi tout un chacun, des entrepreneurs, des artisans, vraiment avoir le spectre social le plus large possible. Pourquoi ?
parce que cette question, bon, des crises en général, mais de ce délitement du lien, ou de cette déconsolidation du lien que l'on a dans la société, il y a une volonté citoyenne de redonner du sens à ce qui fait le lien social, de redonner du sens au travail, aux relations humaines. Et donc voilà, ce projet-là, on vient greffer une loupe analytique de recherche sur ces éléments-là pour le développer à plus grande échelle. On peut dater un petit peu ce délitement dans ce siècle, dans les 30 dernières années. Les sociétés humaines, elles sont pavées historiquement par des crises. Donc on pourrait remonter aux Grecs, voire même avant, quand l'homme a commencé à se sédentariser. Donc répondre directement et précisément, comme si on faisait une datation carbone du délitement social, c'est un petit peu compliqué. Non, mais c'est dans votre étude, vous avez démarré... Alors ça part d'un livre d'Edgar Morin, publié en 2019, et notamment il a repris une tribune cet été dans Le Monde en juillet 2024. Mais dans un continuum, on peut dire que sorti des 30 Glorieuses, la société a commencé à avoir des vacillements plus ou moins importants. On a commencé à avoir les premiers prémices qui après se sont accentués. Et maintenant, je pense qu'on y est pleinement dedans. On peut faire ce constat-là. D'accord. Alors, ce n'est pas qu'une étude, c'est une action que vous menez. Vous aimez à le dire, hein, et à associer ceux qui sont autour de vous. Alors, c'est la recherche-action participative. Et ce qui est nouveau dans ces méthodologies d'enquête, c'est que le sachant qu'on est censé incarner, on est là, on est une caution, mais ce n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est, par exemple, ici, les auditeurs ou le public qui est ici, c'est qu'est-ce que vous pensez. Parce que ce que nous pensons, nous, c'est sur un pied d'égalité, hein, une forme de symétrie, sur cette question, justement, de comment renforcer, comment recréer du lien social, comment repenser ces oasis de fraternité. Voilà. Alors, justement là-dessus, peut-être pour passer au concret, je voudrais donner la parole donc à l'association Habitat et Humanisme pour leur demander comment ils se situent dans cette question de sens. Est-ce que ça vous parle, Monsieur Collignon? Oui, alors nous, notre activité, c'est une association d'abord, donc il faut bien préciser. Donc il y a des bénévoles, dont nous sommes là une grande partie, et des salariés. Alors, les salariés répondent à des besoins techniques, si vous voulez, pour pouvoir fonctionner. Mais quand on parle d'oasis de fraternité, comme vient de le faire Eric... Alors nous, Lionel, on a plutôt comme objectif, c'est de loger des personnes qui n'ont pas les moyens de le faire. Ou qui sont un petit peu en dehors qui se sont désociabilisés par... Logement, c'est un mot capital pour vous. Nous, c'est notre métier, c'est de loger, voilà, le maximum de personnes. On a toujours, quand vous parliez là tout à l'heure du manque de logement, qui est un mal, mais qui est international, quoi, je dis, parce que moi, j'ai visité beaucoup de pays. Et dans tous les pays, il y a du mal-logement d'abord, il y a déjà ça, premièrement, et il y a du non-logement. Enfin, il en manque énormément. Et même sur Montpellier, même chez nous, on est amené à rencontrer des gens qui viennent de là, qui sont dans la rue encore toujours, et à qui on essaye d'apporter ce fameux lien social dans nos pensions de famille. Les pensions de famille, c'est des maisons relais. On accueille des gens qui n'ont rien. Et on leur donne, avec des animateurs chez nous et des hôtes de pension de famille, on les remet dans un lien social. D'accord. Je voudrais donner la parole aussi à Nourdine Barra, qui est à nos côtés, et lui poser la même question, après avoir entendu ce que disait donc, tout à l'heure Lionel Scotto d'Apollonia, quand il parlait de redonner du sens un peu à nos liens, à nos rencontres, à nos vies finalement. Est-ce que c'est un but, quelque chose qui vous parle, Nourdine? Oui, bien sûr. D'abord, je souscris à l'idée qu'effectivement, il y a un délitement. Mon expérience et ce que j'en tire comme conséquence et qui s'exprime à travers des actions est le fruit d'une observation et d'une relation très empirique aux choses. Et moi, j'arrive à isoler une séquence très intime qui me conduit de mon enfance dans un quartier autrement plus métissé que ce qu'il est aujourd'hui. Moi, j'ai vu ce délitement a pris peut-être la forme à l'intérieur de laquelle j'ai pu assister de près
à ce que la chose avait de plus laide et concrète, à savoir une population qui part, une autre qui s'homogénéise. Et voilà, tout ça sous mes yeux, etc. Et ce qui me fait, c'est sur quoi moi je réagis. Vous avez trouvé aussi que le théâtre pouvait être, par moment, vraiment un lien, justement, un passage pour faire se rencontrer les gens. Alors, moi, à titre personnel, j'écris et il m'arrive ici et là d'aller dire mes textes. Mais vis-à-vis du théâtre, là, tout de suite, moi, je nourris plutôt et j'exprime à travers un pamphlet une colère. Et justement parce que les théâtres ne s'offrent plus dans nos vies comme cet espace de rencontre. J'ai donc mis le doigt sur quelque chose. Oui, là, oui, là c'est le bas qui blesse. Et d'ailleurs, il y a encore quelques jours, je présentais sur une scène qui m'a offert l'asile, la possibilité de dire un petit peu plus ces griefs que j'ai vis-à-vis du théâtre qui ne sont pas un règlement de compte personnel, mais qui est le constat qu'ils se sont soustraits et avec l'utilité du théâtre dans nos vies qui aurait pu être cet espace rare à l'intérieur duquel ajuster un petit peu nos vies, se retrouver, se mettre d'accord sur un projet de société, s'assurer effectivement d'une humanité partagée. Or, le théâtre s'est dérobé de cette fonction-là pour toute autre chose et c'est ce que je décris. Ouais. Il y a quand même pas mal d'expressions du théâtre ici, dans cette ville, avec ces festivals et autres l'été, et beaucoup de gens s'y rencontrent. Beaucoup de monde. Oui, mais moi, c'est compliqué de me conduire sur ce terrain-là. Vis-à-vis du théâtre, je le dis, c'est pas très grave. Ça a été même très productif. Ah oui. Je nourris quelques griefs et une grande insatisfaction. Voilà. C'est entendu, on l'a entendu. Je voudrais présenter maintenant, enfin le représenter, Éric Gondard, qui est enseignant-chercheur à l'université Paul Valéry de Montpellier. Et il est sociologue, anthropologue. On ne va pas rentrer dans les grands mots parce que lui, en préparant, nous disait tout simplement, moi je travaille sur ce qui nous permet de faire société et éventuellement aussi sur ce qui nous gêne dans la cohésion recherchée. Oui, alors c'est pas que je travaille directement dessus, mais c'est que c'est des questions fondamentales que pose la sociologie qui sont à l'origine de la sociologie. Il y a le mot de société même dedans. Oui, discours rationnel sur le social, j'aime bien le dire comme ça, plutôt que science du social. Discours rationnel sur le social. Et donc, on est à l'origine de la sociologie, il y a cette question du lien social. C'est-à-dire, Durkheim le pose tout de suite, c'est le père fondateur de la sociologie, en France en tout cas. Et il pose cette question. Comment ça se fait que si vous mettez, alors à son époque, ça devait plutôt être 50 millions que 70 millions d'individus, mais comment ça se fait que vous mettez 50 millions d'individus les uns à côté des autres qui ont des boulots différents? Sa thèse majeure, c'est de la division du travail social. Donc, ils ont tous des boulots différents, des aspirations différentes, des motivations différentes, et malgré tout, ça fait société. Donc, c'est plutôt paradoxal. Entre les lignes, si on lit Durkheim et cet ouvrage en particulier, la question, c'est pourquoi ça ne se casse pas la gueule. Et donc, il va dire, c'est qu'il y a de la solidarité, malgré tout. Et il y a de la solidarité parce que, justement, on va chacun se spécialiser et on va avoir besoin chacun les uns des autres. Et donc, plutôt que rentrer en concurrence, on va chercher dans la spécialité de chacun la manière de faire du lien. Et donc, le lien social est quelque chose chez Durkheim qui est vraiment extra-déterminé. Ce n'est pas tant l'individu qui fait du lien social que quelque chose qui s'impose à lui. Donc voilà, donc dès les prémices de la sociologie, vous avez cette question, on la retrouve même avant chez Tocqueville. J'y pense parce qu'il y a beaucoup de gens du monde associatif, là. Et Tocqueville, il dit, un des dangers de la démocratie, c'est l'individualisme. Alors, le mec est prophète, presque, parce que quand on voit où on en est aujourd'hui, et il dit, pour lutter contre l'individualisme, vous avez tout intérêt à aller vers du commun, vers de l'associatif, que ça soit politique ou civil. Et donc là, on est vraiment dans cette démarche-là aujourd'hui. Donc c'est vraiment très intéressant. Lionel Scotto d'Apollonia, ça vous parle, ce que vient juste de dire à l'instant Éric Gondard. Oui, tout à fait. Donc là, c'est le discours des sociologues. C'est un peu redondant. Avec Éric, on s'est connus, on était jeunes, on était en thèse. Et si on le rapporte une recherche précise. Là. Effectivement, donc il y a le cadre général et c'est comment on va interroger ça. Moi, ce que j'aimerais apporter, c'est le côté différencié maintenant de la façon dont on peut faire de la sociologie. Celle de Durkheim, qui reste présente et effectivement d'actualité,
et la façon dont maintenant on peut poser un regard analytique différent, plutôt que d'être comme si on était sur la Lune avec une longue vue ou un appareil sophistiqué et regarder les êtres humains, ou en tout cas les Français ou ces écosystèmes-là de loin, avec un peu un recul et de la froideur. Là, c'est d'être directement impliqué, comme disait Weber, de rentrer dans l'arène, d'aller dans là où il y a justement du conflit, comme Nourdine le disait, avec à sa façon. Effectivement, la culture est un élément important qui lie, qui délie. Il y a donc toujours des mouvements antagonistes. Et c'est la façon dont ce projet, en tout cas, part d'une aspiration, une volonté vraiment forte. On verra bien ce que ça va donner. On pourra parler de prospective. Qu'est-ce qu'on en fera dans 5 ans, dans 10 ans. En tout cas, d'une volonté pour, ici, maintenant, de manière présente, qu'est-ce que l'on peut faire pour retisser, pour renouer ce lien social. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce que vous dites, du travail qui vous tient depuis quelques temps, quelques années, c'est ces oasis de fraternité. Alors, c'est des termes que ne rejetterait pas notre ami le philosophe avec lequel vous travaillez. Alors Edgar, effectivement, prône et porteur de cette dimension humaniste, écologique, à vouloir recréer ces oasis de fraternité, qui sont un cadre général, c'est-à-dire ça peut être à la fois un lieu fermé, mais ça peut être tout autant un espace imaginaire ou un espace dans l'espace public. Vous en avez pratiqué de ces lieux, hein, vous m'avez raconté. Alors, ce que vous avez fait ici, dans un lieu... Nourdine, notamment, était à une université populaire, Edgar Morin, hors les murs, donc c'est très innovant, puisque là, j'ai dû parler 5 minutes sur les 2 heures à peu près. Et donc, c'était de donner la parole à Nourdine par rapport à ces actions formidables qui mènent sur la Paillade, à ciel ouvert, ces campus à ciel ouvert. À Elisabeth Sénégas aussi, avec une expérience grenobloise où il y a une dizaine d'années de profondeur sur ce qu'elle appelle, elle, des maisons de la fraternité. Voilà. Et de vraiment... un petit peu vos oasis. Voilà. Et de repartir véritablement donc du terreau social, c'est-à-dire de la rue, du quartier, du balcon, du jardin partagé, d'ici. Voilà, de vraiment repartir de ce qui fait sens à des micro-échelles. Voilà. Comme on vit là en ce moment cette expérience-là au Gazette Café. Oui. Donc, nous avons entendu aussi Éric Gondard quand il nous parlait de façon de faire société, mais il y avait aussi l'autre versant qui est ce qui gêne cette cohésion, ce qui gêne cet élan d'aller l'un vers l'autre, hein, dans un moment où parfois le lien se distend. C'est vrai qu'on est dans une société où l'individualisme est devenu une valeur à part entière, c'est-à-dire que c'est une aspiration, l'individualisme, et avec ses corollaires, hein, que ça va être l'autonomie, la responsabilité, etc. Et ces valeurs-là, elles sont ni bonnes ni mauvaises, c'est pas le problème, mais c'est vrai que ces valeurs-là ont tendance à prioriser l'individu sur le commun, sur le collectif. Aujourd'hui, on en voit un peu les limites, certainement, et c'est peut-être là qu'il y a le plus grand délitement, si on veut reprendre cette idée de délitement du lien social, qui est questionnable par ailleurs, hein, mais éventuellement, ça serait là le nœud. Et juste, je me permets, je suis désolé, c'est un peu long, mais la question de la solidarité, tout à l'heure, Lionel a dit, il y a un tournant autour des 30 Glorieuses. Et en effet, parce que notre solidarité dans l'histoire récente, elle s'est construite autour de la question salariale. Et aujourd'hui, avec le démantèlement du salariat, l'invention du précariat, comme le dit Robert Castel, eh bien, on est rentré dans une période où la solidarité pensée globalement n'est plus aussi active. En tout cas, il faut la repenser. Et aujourd'hui, on est sur les reliquats de la solidarité telle qu'elle a été construite dans les 30 Glorieuses. Et notamment le monde associatif, que ce soit vis-à-vis du logement, mais que ce soit vis-à-vis de l'éducation, que ce soit vis-à-vis du chômage, etc. Enfin, les grandes zones de vulnérabilité sociale. Eh bien, c'est justement là qu'on a besoin du monde associatif pour faire du relais, pour faire du lien, pour recréer de la protection, en fait, compte. Vous êtes en lien donc avec des étudiants, vous, toute la journée. Tout à fait, oui. Comment ils réagissent face à des questions comme celle-là? Eh bien, le fait est qu'ils la prennent en pleine poire, la précarité, les étudiants. Et donc, moi, ce que je vois beaucoup, alors, je n'ai pas une grande carrière, je ne suis pas si vieux que ça, mais en 10 ans,
j'ai vu le stress augmenter sur les épaules des étudiants. Déjà Moi, pour la question de leur repas, hein, parfois. ne serait-ce que leur repas, bien entendu, le logement aussi d'ailleurs, et le stress vis-à-vis de l'avenir. On est rentré dans une période, ça c'est Robert Castel qui le dit aussi très bien dans Chronique du salariat, les métamorphoses de la question sociale. On est rentré dans une période d'insécurité généralisée, mais un sentiment d'insécurité. C'est-à-dire que les gens vivent avec ça en permanence. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Il n'y a pas de possibilité de projection. Si vous rajoutez à ça une vulnérabilité de masse liée à la question salariale, à la transformation de la question salariale, donc du salaire, mais aussi de la protection collective telle qu'elle a été pensée pendant les 30 Glorieuses, eh ben, ça vous fait un panel qui n'est pas très joli, qui est dur à vivre, enfin pas très joli, qui est dur à vivre pour les individus. Voilà, Robert Castel appelle ça la désaffiliation. Et il faut prendre le mot au sens littéral. Oui. Être désaffilié, c'est ne plus être relié. Pas C'est la, forcément familial. c'est la tapisserie qui se délite, quoi. Et donc on est bien au cœur de la question du lien social, clairement. Donc, vous le voyez, vous, sous vos yeux, et Tout à il y a fait. un dialogue, finalement. Tout à fait, ouais, je le vois. Et alors, c'est pas du marrant tout- parce que c'est des cours que je fais à la fac. Et les étudiants, quand je leur parle de ça, ils entendent ce qu'ils vivent, quoi. On n'est pas si déracinés que ça, finalement. Oui. Vous avez évoqué donc des réunions hors les murs. Où on a parlé de la rue, et j'aimerais demander à donc une bénévole donc d'Habitat Humanisme qui est avec nous, Floriane Combray, comment elle ressent cette idée de sentir aussi ce qui se passe dans les rues, d'aller vers les gens, ceux qui viennent vous voir, qui n'ont pas de logement. Comment vous réagissez Alors, c'est peut-être un peu difficile de parler après des sociologues. Ouais. Non, mais vous parlez à votre Mais, place, à vous. Voilà, ma Votre place, c'est place celle d'associatif. d'une bénévole qui est aussi un peu le témoin de ce qui se passe dans notre société, et pas simplement que dans l'association. On se rend compte qu'effectivement, ce que disait Lionel, c'est la question qu'il posait, c'est où se recréer le lien social. C'est une question intéressante parce qu'on accueille, nous, des personnes qui sont des publics très variés, souvent des personnes en situation de très grande précarité, donc des étudiants, des jeunes, des familles monoparentales, des migrants. Donc ce sont des publics qui sont voilà, complètement désocialisés. Et on se pose cette question-là, comment recréer le lien social? Comment les aider à reconstruire ce qu'ils ont perdu, ce qui les déconnecte de la société? Et finalement, c'est vrai que donc nous, notre vocation première, c'est de loger. Donc on peut penser que le logement, c'est le premier lieu pour recréer ce lien social, parce qu'il permet de fournir... donc quand on fournit un toit, on fournit aussi de quoi manger, de quoi boire, dormir, se laver, donc des besoins primaires. Mais finalement, un des besoins primaires aussi pour l'homme, c'est bien celui d'être en lien avec la société. Et ça, le logement ne le permet pas forcément. Et c'est pour ça que, pour compléter ce que disait Grant tout à l'heure, j'ajouterais que la vocation première aussi de Habitat Humanisme, c'est d'accompagner les résidents, c'est de placer au cœur de l'association l'accompagnement. Et donc, on est assez nombreux. Donc, moi, en tant que bénévole, je fais partie des 120-125 bénévoles d'Habitat Humanisme Héros. Donc, on est très nombreux. Et en plus, on a aussi une vingtaine de salariés qui sont des travailleurs sociaux, essentiellement. Et donc, l'accompagnement, c'est un accompagnement qui est multiple. Et c'est peut-être le lieu primaire, en fait, primordial, en tout cas, de cette recréation du lien social. On accompagne nos résidents avec, au sein des pensions de famille ou des résidences. On a ouvert une résidence intergénérationnelle avenue de Castelnau, la résidence Anne-Franck. On accueille des étudiants, on accueille différents publics. Et on a des bénévoles qui accompagnent quotidiennement avec des sorties, des voyages. On a donc des hôtes qui animent ces résidences. Et puis, on a aussi tous les travailleurs sociaux qui sont là aussi pour apporter leur accompagnement plus technique sur des champs qui sont très variés. Je vous voyais un peu impatient ou intéressé, enfin peut-être enthousiaste devant ce qu'on raconte à l'instant. Très intéressé, pas impatient. Très intéressé. Oui. Impatient au sens où vous avez envie de les rejoindre. Vous avez quelque chose à dire sur ce qu'on vient de raconter, sur ces gens qui sont sans logement, par exemple. Oui, bien sûr. Et puis, ces difficultés liées au logement. J'habite un quartier où beaucoup l'ont connu, jusqu'à
très proche. Et non, moi, tout ça, et ce que j'entends me conduit à un état méditatif. Je suis vraiment dans une pratique qui est effectivement, si il s'agit de la nommer, oui, une tentative de recréer du lien, mais c'est pas quelque chose qui progresse et qui se met en place à tout moment en produisant en même temps une réflexion là-dessus. Moi, je progresse à tâtons, et donc à chaque fois d'entendre des réflexions, des pensées, une profondeur historique, sociologique, ça, voilà, ça me met dans cet état-là. Mais plus simplement, davantage que de puiser dans des réflexions et des constats et des produits de la sociologie, je réfléchis à ce qui nous anime et nous dicte une conduite dans les quartiers populaires, et moi aussi, et moi avec. Je crois, et puis il s'agit pour nous de faire exercice d'hospitalité. C'est vraiment notre élan, et ce qui justifie les rencontres, de les répéter, de leur trouver à chaque fois une originalité qui est aussi une politesse faite à tous ceux qui ont envie de venir et revenir, de ne pas tout à fait assister à chaque fois à la même chose. Voilà. Nos moteurs sont très simples, et et les rencontres qui en induisent d'autres sont une cascade comme ça de mots qui répondent à d'autres. Et voilà. Mais j'aime bien cette idée, c'est très, très beau, très poétique, d'hospitalité comme politesse. Hein, Oui, donc, oui. Après ce que viennent de dire nos amis Oui. d'Habitat Humanisme. On ne produit pas du savoir au sens... on est dans l'action, et je ne peux parler de ce que je fais qu'en donnant des exemples. Ouais. Donc, il s'agit de produire, donc, du coup, le plus volontiers des rencontres de manière à ce qu'elles aient lieu sur l'espace public. Ça, c'est le dénominateur commun de tout ce qu'on organise, c'est l'occupation de l'espace public. En l'occurrence, depuis septembre, celle-ci, ces agoras s'attardent davantage à la Paillade. Et autour de thèmes très divers et variés, il s'agit de venir en prendre la charge que l'on vienne des quartiers et du centre. Et mon application à moi, elle est de faire en sorte que soient représentés dans le public autant d'habitants du quartier que du centre. Toute ma réflexion et mon attention est vraiment dédiée qu'à ces choses qui relèvent de l'hospitalité ou... Et ce n'est pas d'hier, hein, puisque l'agora nous renvoie à nos ancêtres grecs. Oui. Et nous fait vivre encore aujourd'hui. Et puis après, il se produit ce qui m'échappe, et dont je sais qu'elle va m'échapper. C'est une intelligence collective, quelque chose qui est de l'ordre de la maïotique, qui opère à chaque fois et qui se réalise. Inviter des gens qui, sans m'en faire la démonstration ni la preuve, ont quelque chose à dire d'un thème et qui sera celui du jour. Et dans la mesure où je n'ai que ça pour me dire que je tiens la bonne personne, c'est qu'elle a envie de venir faire de son dimanche matin une rencontre à la Paillade, dans un marché, avec ce courage de prendre le micro à l'adresse d'un public dont la majorité ne sera pas venue pour l'écouter. Ça doit vous parler, je pense, Lionel Scotto d'Apollonia, ces oasis de fraternité, on est en plein là-dedans. Oui, on est en plein. Je remercie Nourdine qui incarne si bien justement ce grain citoyen avec cette connotation poétique, toujours ravissante. Non, merci Nourdine, parce qu'il en est aussi à l'origine, pleinement. Voilà. Et ça me parle d'autant plus, cet exercice. Alors, c'est un grand mot, intelligence collective. Il faut faire attention derrière les mots qu'on met, mais c'est effectivement cette œuvre-là. Et aujourd'hui, on va finaliser un débat sur l'intelligence artificielle. Et j'aimerais, un petit peu à la façon d'Edgar, si je fais un exercice de ventriloquie, faire un petit pas de côté, une petite ronde, une petite danse, si vous permettez, qu'on le fasse ensemble, justement, parce qu'il y a ces personnes en situation de très grande fragilité, vulnérabilité, précarité, bon, on peut mettre les termes, mais avant de faire lien,
c'est pas simplement les gens en situation de très grande précarité qui sont dans des difficultés. Il peut y avoir ce qu'on appelle les CSP+, les catégories socio-professionnelles Oui. supérieures, telles que sont dans la nomenclature de l'INSEE, et qui sont aussi peut-être dans des situations de vulnérabilité, de fragilité, indépendamment d'un statut social ou d'un statut économique qui est confortable. Et donc, le petit pas de côté, c'est, avant de faire lien, c'est rentrer aussi dans ce que l'on pourrait appeler une écologie de soi. C'est-à-dire véritablement rentrer en lien déjà avec soi-même et se questionner, de savoir si véritablement on est dans ce lien-là, dans le présent, de façon immanente. Devant sa glace, oui. Un peu à la façon dont on peut avoir de la méditation. Voilà. Et c'est important, je pense, à travers justement la création de ces oasis, de questionner ce qui fait lien entre qui, mais déjà lien avec soi. Voilà, pour pouvoir après rentrer en connexion avec l'autre. Or, si on reprend les frontons des mairies, liberté, égalité, fraternité, alors tout le monde comprend très bien les deux termes, même si on peut en discuter. Le troisième est peut-être un petit peu plus difficile à saisir. Qu'est-ce qui fait fraternité? Déjà, le mot fraternité, à l'époque où il y a des asymétries de genre, on peut le questionner. Pourquoi pas sororité ou inventer un autre terme, vous voyez. Et donc, c'est ce que l'on va questionner, voilà, à travers ce projet-là, en essayant de se projeter sur des échelles de temps courtes, voilà, comme ce qu'organise Nourdine, voilà, les moments de lien, les moments de festivité, les moments de poésie, et puis voir différentes échelles de temps pour savoir justement qu'est-ce que l'on a envie de faire ensemble. J'allais dire, qu'est-ce que vous voyez, enfin vous avancez au jour le jour, ou qu'est-ce qu'elles vont devenir ces oasis de fraternité? Comment vous les regardez? Je vais vous décevoir, moi je vois rien du tout. Hein. Je suis pas Madame Irma, justement, c'est les regards que je vois là qui vont voir les choses. On va prendre un kaléidoscope, justement, ensemble, collectif, commun, pour croiser les regards. Le mien n'a pas plus de valeur et d'importance que celui des autres. Quand on est donc à la tête d'une association comme la vôtre, Monsieur Grant, Habitat et Humanisme, quelle responsabilité on sent avec tous ces gens qu'on croise, hein, nous, dans les rues, qui dorment peut-être aussi dans les rues encore ce soir? Encore beaucoup. Oui. Donc on fait maximum pour essayer de les récupérer, mais on est aussi limité par le nombre de places qu'on peut créer. Encore une fois, donc on a une association qui est propriétaire de certains des immeubles sur lesquels on peut loger des gens. On a d'autres associations également. On a aussi des unités de la mairie qui sont propriétaires et qui nous sous-louent des logements où on peut, disons, protéger les personnes qui sont, pour la plupart, en grande précarité. Et ça peut être aussi via des propriétaires solidaires qui nous confient. On a des propriétaires solidaires. Il faut rappeler un petit peu le principe d'Habitat. Le propriétaire solidaire, c'est quelqu'un qui nous confie la location, enfin donc la gestion de la location de son bien immobilier en toute sécurité. Donc voilà. Et nous, c'est nous qui gérons la plupart du temps. Donc le choix de la personne qui va. Il renonce à une partie de son bénéfice. Il renonce à une partie infime, si vous voulez, de son loyer. C'est compensé un petit peu sur le plan fiscal, heureusement, parce que sinon ce serait encore plus difficile pour nous d'obtenir des logements solidaires. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne très très bien. Je vois dans le public Hélène Turian, qui est la responsable chez nous de développement justement du logement solidaire, qui était l'ancienne présidente. Bienvenue, madame. Voilà, bienvenue, oui. Qui était l'ancienne présidente de HH34 également. Et c'est un travail quotidien. Je veux dire, c'est vraiment... pour nous donner un exemple, ça ne veut rien dire ce soir, mais 2024, on a logé 100 familles. Alors, ce n'est pas des 100 familles neuves, il y en a à peu près moitié qui sont des relogements de personnes qui ont obtenu un logement social et qui ont quitté le logement qu'on leur mettait à disposition, et puis d'autres qui sont arrivés en plus. Donc, voilà. Revenir un petit peu à ce que disait notre bénévole tout à l'heure, Floriane Combray, vous disiez, voilà, nous, finalement, on leur a donné un toit, mais rien n'est encore fait. Et alors, ça rejoint un peu ce que disait également Lionel Scotto d'Apollonia, quand il dit qu'il faut déjà penser aussi un peu à soi-même, hein, se regarder, faire peut-être la méditation. Il a évoqué la méditation, parce qu'effectivement,
pour aller vers l'autre. Déjà, il faut être bien. Alors déjà, vous leur donnez un lien. Dormir ce soir dans une chambre chaude, quand on a été depuis des semaines et des mois dehors, déjà, il y a quelque chose. Mais ça ne suffit pas. Il faut aller après, pour faire un exercice de fraternité, aller un peu plus loin. Oui, on pourrait faire un petit jeu de mots. C'est vrai qu'on donne un toi TOIT et puis un toi TOI. Parce que finalement, on reconstruit aussi ce rapport à l'autre. À l'altérité, celle qui est complexe, hein, parce que quand on vient de la rue, on a perdu confiance en soi, donc on a perdu confiance aux autres, et pouvoir recréer ce lien, cette confiance, ça passe par évidemment beaucoup de présence, d'accompagnement, on y revient. Et puis, petit à petit, hein, c'est un peu comme un bocal qui est rempli de cailloux, la confiance, c'est-à-dire que quand ça se casse, ça peut être un accident de la vie qui peut arriver à tout le monde, y compris même à des personnes qui sont de niveau des catégories socio-professionnelles plus élevées. Et puis après, pour la reconstruire, ça prend beaucoup de temps. Mais c'est important de le mettre en place. C'est essentiel. Peut-être pas votre travail, mais c'est essentiel et c'est très riche. Et on en tire, nous, en tant que bénévoles, aussi une richesse importante, enfin une richesse symbolique, évidemment. Oui, oui. Parce que ce lien, en fait, c'est aussi le lien qu'on nourrit avec eux, avec ces personnes, qu'on nourrit entre bénévoles. Et on a besoin de donner sens aussi, nous, de nous sentir utiles en tant que bénévoles. Et ce lien social, c'est aussi le lien que nous, bénévoles, on arrive à tisser avec d'autres bénévoles, avec tout avec les résidents que nous accueillons. Et on se sent aussi utile. Voilà. Parfois, dans des moments de convivialité. Oui. Et c'est important aussi Et de fraternité, peut-être. Et de fraternité, évidemment. Éric Gondard, donc le sociologue que vous êtes, trouve peut-être dans ses récits matière pour son enseignement, pour ses cours. Je ne sais pas si vous arrive de sortir, d'aller rencontrer des associations. Ah oui, tout à fait. Notamment, j'ai fait souvent des conférences à droite à gauche pour des associations, notamment des associations d'étudiants, bien entendu. Je rebondirai quand même sur ce qui a été dit sur la question du logement, parce que, en effet, ça peut arriver à n'importe qui. Et ces processus de disqualification, ces processus d'exclusion, en fait, c'est des sortes de cercles vicieux. En tout cas, c'est comme ça que les sociologues l'analysent. Notamment, Serge Pogam s'est beaucoup intéressé à cette question-là. Et en fait, ça craque petit à petit. Alors, des fois, ça commence par le logement. Souvent, c'est le travail. Mais ça peut être aussi la rupture du lien social primaire, c'est-à-dire la famille, le conjoint, le couple. Et comme ça, vous en avez 6 très forts qu'on a tous un peu, tout un chacun. L'éducation, la justice, le logement, le travail. Il m'en manque 2. La santé. Et il m'en manque un dernier. Bon, peu importe. Voilà, il y aura un terreau après. Et l'idée, c'est justement en pensant ces mécanismes-là comme des processus, ça permet aussi de dire on peut les enrayer. C'est pas une fatalité. Et une fois qu'on a repéré ces 6 grands liens, j'aime bien faire la métaphore de la corde, je fais ça en cours à chaque fois. C'est l'idée comme une corde, vous savez, c'est plein de petits fils et ça fait un truc plus solide quand ils sont tous là. Alors quand il y en a un qui pète, la corde craque pas. Et quand il y en a 2, quand il y en a 3, et plus il y a des petits fils qui pètent, moins la corde est solide jusqu'à ce qu'il y ait vraiment là le pas de trop et celui qui va trop loin. Alors c'est vrai qu'en premier, souvent on met le travail, mais aujourd'hui, comme on sait que la question salariale est éminemment complexe, aujourd'hui, de plus en plus, les politiques publiques se tournent vers le logement, parce que le logement, c'est quand même la première protection, c'est la première coquille. Et on se dit, une fois qu'on a le logement, on peut retravailler sur les autres mécanismes. Lionel Scotto d'Apollonia, votre inspiration vient de l'œuvre d'Edgar Morin, on l'a déjà dit, et il a écrit une œuvre qui s'appelle « La fraternité, pourquoi résister à la cruauté du monde ?» On a parfois besoin de ces, je ne sais pas s'il faut dire prophètes, ou de ces gens un peu inspirés, un peu au-dessus, en tout cas, qui prennent du temps pour réfléchir, pour nous lancer, non? C'est des gens qui sont là pour nous aider, pour nous pousser un peu. Alors, on pourrait passer des heures pour faire une émission, un tribute to Edgar Morin. Je ne pense pas que ça soit le lieu là. Et puis là, je vais vous tenir l'antenne jusqu'à la fin. Donc, ça va pas aller. Donc, effectivement, son œuvre est colossale, elle est multiple, elle est inspirante. Et en même temps, elle est incarnée. Et ses sujets de prédilection ont tellement été vastes avant qu'il rentre dans ces questions de complexité qu'on pourrait y passer des heures et ça ne suffirait pas. Ouais. Voilà, mais je reviendrai à cette image-là et je vais
un peu piquer les notes poétiques à Nourdine, s'il veut bien. Cette image et cette métaphore de la corde, elle est très belle. Pourquoi? Parce que si cette corde, on l'attend, elle va résister, mais si on la fait vibrer, elle va nous faire de la musique. Elle va devenir harmonieuse. Et c'est peut-être là où il y a un élément à questionner, si on reprend les mots d'Edgar, qui est un affectuel, c'est-à-dire Ouais. qu'il va mettre ses affects, hein, on parlait des entités de soi, de son rapport à soi. L'affectuel est avant tout déjà à se questionner vis-à-vis de ses propres ressentis, de ses sentiments, de ce qu'on appelle la réflexivité en sociologie, mais aussi de ses aspects intellectuels et de mêler les deux, d'avoir ces éléments-là dans un continuum et non pas séparés. Donc ça, c'est pour reprendre un petit peu une coloration de ce que Edgar a apporté, en tout cas dans son héritage et dans la fulgurance de sa pensée. Alors, cet écrit sur la fraternité, en tout cas, c'est pas hors sol le livre qui sort, et c'est nourri des expériences justement donc d'Elisabeth Sénégas qui était avec Nourine et qui avait la parole à l'Université populaire Edgar Morin dans le cadre du 2030 Festival, donc un collectif citoyen. Et effectivement, là c'est Elisabeth qui parle et qui a beaucoup inspiré Edgar, parce qu'Edgar s'inspire. Elle a écrit un livre qui s'appelle Manuel de bricolage social. Ah. Très concret. Pourquoi? Parce qu'il y a la singularité de chaque situation. Et être rapport aux autres, indépendamment du logement, être par rapport aux autres et sa singularité, c'est pas évident. Ça peut paraître simple comme ça, et ça l'est pas. Et elle a écrit cet ouvrage qui est un peu un témoignage, qui est formidable, que je vous invite à lire. Elisabeth Sénégas. Elisabeth Sénégas, voilà, c'est dans toutes les bonnes librairies. Voilà. Elle s'inspire aussi d'Edgar. Hein. Et Edgar l'a inspiré. Et Edgar, ce qui est alors une coïncidence et en même temps, comme on dit, les planètes s'alignent. Au moment où je contactais Nourdine en lui disant, écoutez, on est poli, on se vous voit au départ, hein, j'ai entendu parler de vous. Et on m'a dit, vous étiez formidable, j'aimerais bien vous faire venir dans une expérience originale. On va décloisonner les savoirs dans un tiers-lieu. Waouh! Et en même temps, Edgar était en train d'écrire à Nourdine. Et en même temps que je contactais aussi Elisabeth, de la même manière que je ne connaissais pas, Edgar était aussi en train de contacter Elisabeth. Donc il y avait un jeu comme ça de cohérence, en fait, par rapport à ce qui fait cette question-là de la fraternité, de la solidarité, du lien social. Voilà. À ce stade, à un moment où on vient de parler d'inspiration, je me tourne à nouveau vers Nourdine pour lui demander justement s'il peut, pour nous tous ce soir, pour ceux qui nous écoutent à la radio, ceux qui sont ici dans le public du Gazette Café, peut-être nous offrir un poème. J'avais un petit peu, j'avais annoncé, mais je vous prends de court. 2 minutes 50. Oui, on peut se permettre encore 2 minutes 50. En espérant ne pas avoir trop de mémoire. Allez, celui-ci. Ma mère m'a rejoint en France 5 ans après mon départ d'Alger. En fait, aussitôt que j'ai pu la faire venir. Aujourd'hui encore, je la regarde comme en Algérie. Non, en France, plus encore qu'en Algérie. En la trouvant si différente, trop distinctement à part. De plus en plus ici, en France, dangereusement autre. Très jeune déjà, je m'inquiétais comme ça pour elle. J'ai ce truc ici en France de ne pas trop vite la rejoindre alors qu'elle est toute proche, alors qu'on est ensemble, pour mieux observer, mieux autoriser. Ces moments qui vont la conduire à parler peut-être à quelqu'un, à une inconnue qui l'approche. Là, sur le parking du centre commercial, je regarde de loin ma mère qui attend d'une autre son chariot pour le lui prendre. Elles n'auront pas un mot l'une pour l'autre. Ma mère, bien sûr, ne se lancerait pas la première, mais ses contorsions, son évidente timidité. Comment peut-on ne pas la mettre à l'aise tout de suite par un sourire rendu? Un bonjour. Je rejoins ma mère avec un sentiment partagé, entre déception et soulagement. Déception parce que je le sais, ces instants, aussi courts soient-ils, peuvent suffire à la ravir longtemps. Soulagée aussi. Qu'aurait-elle pu se raconter? Rien de plus que ce qu'aurait à dire le ticket de caisse de la dame laissé au fond du caddie à la liste de courses de ma mère en arabe qui finira peut-être par s'y coller.
J'ai toujours fait attention à lui cacher du mieux que je peux cette peur que j'ai pour elle. C'est moi qui ai voulu qu'elle vienne en France. J'ai insisté, je n'ai pas vraiment laissé le choix alors ce pays, j'en ai fait mon problème. Je guette la rumeur que nous ne serions pas ici tant que ça les bienvenus, pour mieux la faire taire. C'est moi qui ai voulu qu'elle vienne. Je me mets simplement entre elle et ce retour d'écho qui n'a pas le droit de lui revenir trop fort, pas à elle, pas aux oreilles d'une femme qui a presque toujours tout chuchoté. Malgré mes efforts, malgré mon attention, reste tout ce qui est autour de nous, par trop de mépris, de dureté, l'aura interpellée. Là, j'ai ces mots pour elle, toujours les mêmes, que je décline sur des tons très différents, selon les circonstances, selon qu'il soit vigile, et que ça, il n'a pas le droit. Qu'elle soit de l'assistance et qu'elle n'avait pas à nous parler comme à des enfants. Qu'il soit tout bib, et qu'il n'y mette pas plus de cœur. Qu'elle soit là pour ça et qu'elle ne tamponnera pas. Toutes ces choses que je n'aurais pas vues venir, que je n'aurais pas su prévenir. J'ai ces mots pour ma mère. Tout va bien. Ce n'est rien de grave. C'est rien, ça. Merci. Un grand merci de nous avoir fait ce cadeau. Floriane Combray, je vous sentais très à l'écoute de ce que nous a raconté, ce que nous offre ce soir Nordine en parlant de sa maman qui est par là, je crois. Ouais, c'est difficile de commenter parce qu'on est tous dans l'émotion du texte et qui est très beau, voilà, qui résonne en nous, je pense, en nous tous. Oui, Lionel Scotto d'Apollonia, c'est pas la première fois que vous entendez, que vous entendez Nordine, mais je crois que... C'est moi qui prends le bébé, c'est ça? Ouais. Merci Nourdine pour ce moment de poésie. Et effectivement, le projet, donc ce projet ANR, Agence nationale de la recherche, oui, est né peut-être grâce à ce moment qu'il y a eu à l'Université populaire Edgar Morin hors les murs sur les oasis de fraternité. Et Nourdine m'a dit, je peux faire ce que je veux. Je lui ai dit, ah oui, oui, tu fais ce que tu veux. Et il a commencé, voilà, il y avait l'assemblée, à faire un poème. C'était un petit oiseau, je crois, avec un enfant, une fenêtre. Et donc cet élément poétique, cette projection, elle est importante. Et j'ajouterais de la façon dont, en tout cas, ça m'inspire énormément. On est presque dans un moment de l'histoire où il y a une nécessité de s'indigner, comme disaient Essel et Edgar Morin. Mais peut-être qu'on est au-delà, il y a peut-être nécessité de faire utopie et poésie. Voilà. Merci. Alors à ce stade, j'aimerais donner la parole au public qui vient d'écouter attentivement, dans le silence, ce que nous avons dit, en particulier Nourdine. Voilà, donc si une question vous vient sur cette question, sur le lien social, sur la participation citoyenne, sur un peu ce qu'ont dit ce soir nos invités, n'hésitez pas donc à poser une question. Le micro est là et on vous le passe dès que vous le voulez. Voilà. Quelqu'un ici peut-être? Vous dites juste votre prénom. Oui, bonjour Stéphane. Voilà. Donc, moi, je suis une formation d'économiste. Donc, tout ce que vous me dites, ça me fait voir des interconnexions de tout. Et je me posais justement la question suivante. Les sociétés asiatiques sont beaucoup plus friandes du plaisir individuel collectif que du plaisir de l'individu. Et j'aimerais savoir un peu pourquoi est-ce qu'eux, ils sont comme ça et que nous, on est autrement. Est-ce qu'on s'est posé la question ? Ce serait peut-être intéressant de savoir un peu pourquoi voilà, et nous on s'individualise de plus en plus et que eux, leur intérêt c'est que le collectif soit prime sur leur plaisir personnel, quoi. Je trouve ça incroyable. C'est déjà dans leur culture peut-être, déjà. Oui. Si on réfléchit, si on étudie un peu. Je ne sais pas si l'un d'entre nous... C'est leur religion, est-ce que Pas c'est... spécialement de réponse, mais déjà, est-ce qu'il y a vraiment une unité des sociétés asiatiques? Ça, je ne sais pas trop. Après, dans l'histoire récente, la place du communisme, peut-être, peut avoir une explication vis-à-vis de ça.
Là où le libéralisme a mis en avant l'individu, le communisme a mis l'égalité. Enfin, le libéralisme a mis la liberté individuelle en avant. Et de l'autre côté, vous avez un système qui met comme valeur centrale l'égalité, même si ce qu'elle en a fait est relativement particulier, on va dire. Mais donc peut-être une explication. Mais oui, c'est pas parole d'Évangile, hein, mon truc là. Hein. Oui. Je veux bien apporter un complément. Lionel Alors Scotto, effectivement, d'Apollonia. répondre à la question, c'est une dissertation 4 heures et encore. Mais économiste, indicateur. Et justement, moi, j'amènerais cette anecdote-là. Les indicateurs, on a les PIB, les produits intérieurs bruts. Et c'est le Bhoutan qui a un indicateur qui s'appelle le produit national brut. Nous, on pourrait peut-être l'appeler le BIB, le bonheur intérieur brut. Voilà. Une autre question peut-être? Allez-y, n'hésitez pas. À Nordine, à Humanisme et Habitat et Humanisme, pardon. Voilà, madame, allez-y. Votre prénom et Christiane. vous êtes de Montpellier, hein, De Christiane. Montpellier, oui. Justement, je voudrais savoir comment fonctionne l'Oasis à Montpellier. Qu'est-ce qu'on y fait? Comment ça fonctionne? L'Oasis de Fraternité? Oui, Voilà, oui, j'ai posé oui, la l'Oasis question de Fraternité. tout de suite à... Alors, je vais vous inviter à nous donner vos coordonnées. Oui, Et c'est vous qui allez venir la construire avec nous. d'accord. Voilà, donc... Je voulais L'invitation savoir est donnée. aussi, qu'est-ce qu'il y a à Apollonia? Non, là, c'est son nom. Hein. C'est son nom. Lionel Scotto d'Apollonia. Quand j'ai dit son nom, peut-être que ça vous a... Voilà. C'est un joli nom, effectivement. Peut-être que je peux décrire ce qui est Payat Campus, notre Ah. oasis. Je laisse déjà la question. Une seconde. Bonsoir, Au Florence public, de puis après, Montpellier. Nordine. Justement, quand on parle de participation, on s'aperçoit qu'actuellement, toutes les associations montpelliéraines qui ont toutes les mêmes notes d'intention que la vôtre, et c'est très bien, n'arrivent pas à trouver des bénévoles, n'arrivent pas à trouver des fonds, n'arrivent pas à trouver des mécènes. Comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir avec tout ça? On peut demander à une association qui s'est sûrement confrontée à cette question. Je ne sais pas ce que vous diriez, M. Grant. Écoutez, c'est un travail de tous les jours. Tous les jours, on cherche. Floriane est justement chargée de mission dans un domaine justement du mécénat et des apports extérieurs. C'est un travail de longue haleine. Hein. Il n'y a pas que ça, mais ça en fait partie. Ça en fait partie. Ça fait partie et on est obligé d'appeler à la solidarité. Nordine, pour terminer, vous voulez nous... Alors, je propose dire comme quelque chose modèle de fonctionnement. Attendez, juste une seconde. Une dernière question peut-être dans le public et après je vous passe la parole pour conclure. Attendez, une seconde. Sinon, ça ne passera pas à l'antenne. On parle de nouveaux récits. C'est vraiment, on parle de transformer justement cette société qui se délite par le lien social, et on a besoin de nouveaux récits, d'imaginaire, de recréer complètement, en fait, de reconstruire tout ça, quoi. Parce que Ça va très bien. c'est Ça fera le lien avec Nordine pour terminer notre débat. Oui, je dirais juste ce qu'est Payat Campus et comment ça se construit et comment ça se propose. L'idée, c'est donc de conduire des étudiants, des élèves, des lycéens à venir libérer sur l'espace public des savoirs enfermés, et ceci à portée des passants. C'est l'idée de Payat Campus. Et peut-être pour donner une définition à fraternité, alors j'ai mis du temps avant de réhabiliter et d'adopter ce mot et d'en faire le mien, et jusque-là, peut-être comme mauvais goût ou une espèce de réflexe dans les quartiers populaires, qui fait bon genre, me faisait parler beaucoup de citoyenneté. Et ce n'est pas la même chose. La citoyenneté draine, c'est mon expérience, beaucoup trop de considérations qui sont assez piégeuses, d'inspiration trop médiatique, trop politique. Là où la fraternité est pour moi l'idée de faire grandir, avant même de nous aborder de manière plus sérieuse et en citoyen, d'abord faire grandir une affection les uns vis-à-vis des autres. Et je crois que la fraternité, c'est faire grandir une affection inconditionnelle les uns avec les autres. Eh ben merci. On regardera différemment les frontons de nos mairies, puisque vous venez d'enrichir le mot fraternité. Je voudrais remercier aujourd'hui, ce soir, Lionel Scotto d'Apollonia, directeur de la chaire UNESCO Complexité, hein, et Nourdine Barra, on vient de l'entendre, auteur montpelliérain, Éric Gondard, maître de conférence en sociologie à l'université Paul Valéry, et puis de nos amis de Habitat et Humanisme, Grant Collignon, le président, et Floriane Combray, qui a beaucoup parlé de sa vie de tous les jours comme bénévole.
Merci à tous. Je remercie particulièrement le Gazette Café qui nous a accueillis et nos auditeurs de Nîmes, de Perpignan et bien sûr de Montpellier. C'était donc le Café Société intitulé Quid du lien social. Merci. Bonne soirée.